Bonjour, nous nous retrouvons donc dans cette sixième séance de capsule vidéo consacrée au cours de cosmologie et de géologie générale. Et nous nous adressons directement au deuxième volet qui sera consacré à la sismologie et un aperçu sur la structure interne de la Terre. Donc nous avons vu les galaxies, nous avons vu le système solaire, nous avons vu les planètes du système solaire et on va prendre donc la planète Terre comme un exemple d'études détaillées de la planète Terre en utilisant essentiellement donc la sismologie. Alors, les ondes sismiques qui vont être utilisées dans le cadre de cette caractérisation de la structuration interne de la Terre, ce sont donc des ondes qui se déplacent à la croûte terrestre et qui génèrent parfois des dégâts matériaux, parfois des dégâts humains, mais l'utilité et l'applicabilité de ces ondes fait que nous avons pu déterminer avec plus ou moins de précision la détermination de la structuration interne de la Terre avec les différentes limites et les différentes discontinuités. Alors le principe de fonctionnement d'une onde sismique, c'est quoi? C'est tout simplement un coup donné sur un matériau quelconque et ce matériau est porteur de l'onde, que ce soit une onde sonore ou bien une onde sismique. Là, vous m'entendez parce que normalement, ma voix provoque des ondes qui se propagent à travers l'air, qui arrivent au micro, qui sont enregistrées et qui sont transmises à votre oreille. Donc c'est le même principe. Donc nous avons ici un morceau de croûte terrestre avec des habitations. Un morceau de croûte terrestre avec ici des habitations en surface. À ce morceau de croûte terrestre, on va appliquer donc une contrainte de compression. Et cette contrainte de compression, à un certain moment, va provoquer l'apparition d'une rupture. Lorsque l'énergie produite par la compression ne peut plus être emmagasinée par cette portion de croûte terrestre, eh bien à ce moment-là, on atteint un état de rupture. Et cette rupture, généralement, s'accompagne par une déflagration, par une espèce d'explosion qui génère un son vraiment intense. Donc ici, l'apparition du point de rupture qu'on appelle le foyer et propagation de cette expression de la rupture dans un volume spatial, c'est-à-dire tout autour du foyer. Donc nous avons une activité interne du globe qui provoque donc des contraintes sur les roches, les croûtes, par exemple la croûte de la Terre, accumulation de l'énergie, et puis à un certain moment, la déformation des roches va provoquer la rupture au niveau du foyer. C'est ce qu'on appelle un séisme. Donc la rupture s'appelle un séisme. Alors, le séisme s'accompagne généralement de libération et propagation d'une énergie sous forme d'ondes sismiques dans toutes les directions, c'est-à-dire dans un volume. Et ça s'accompagne ou ça provoque des déformations du paysage, des dégâts matériels et des dégâts humains. Alors, si on essaie de schématiser cela à petite échelle et non pas à l'échelle de la croûte terrestre, eh bien, vous allez prendre un matériau quelconque que vous allez fabriquer vous-même. Vous allez placer des niveaux repères au niveau de ce produit, de ce matériau que vous allez programmer, de ce modèle que vous allez utiliser. Et vous allez ici inciser une zone de faiblesse, une zone de fragilité, qu'on appelle également zone fragilisée. Et sur ce matériau, vous allez appliquer une contrainte de distorsion. Vous avez ici un mouvement vers la gauche et ici un mouvement vers la droite. Alors, vous continuez votre mouvement de torsion et vous voyez que le niveau repère ici en rouge, il va commencer à montrer une déformation dans le sens de la contrainte. Donc, regardez ici, la partie de droite va s'être décalée vers la droite, la partie de gauche va être décalée vers la gauche. L'intensité de l'énergie appliquée à notre matériau va augmenter et la zone de fragilisation commence à montrer donc des zones de faiblesse et puis donc ici une zone de rupture. Alors, la production ou bien si vous voulez, l'occurrence de la rupture, c'est le séisme, c'est l'instant même du séisme. Alors, lorsqu'un séisme se produit dans une portion de la croûte terrestre, nous avons ici une schématisation, je suppose que ça ce sont des continents, ça ce sont des océans, et que à un certain moment, selon une zone de faiblesse quelconque, un séisme se produit au niveau d'un foyer, eh bien, on va caractériser géométriquement notre séisme par les points suivants. Le foyer, généralement, se produit
dans une zone de faiblesse qui est généralement une zone de mauvais contact, par exemple des failles. Directement et verticalement par rapport à la position du foyer, nous définissons ce qu'on appelle l'épicentre. Et à partir du foyer, vous avez ici une propagation des ondes qui exprime donc une énergie qui émane du point de rupture, c'est-à-dire du séisme, et cela donc se propage dans toutes les directions de l'espace, c'est-à-dire dans un volume. Maintenant, si on prend une échelle beaucoup plus importante, ici on considère que par exemple ça c'est le globe terrestre, nous avons ici le point de production, le point d'apparition du séisme, c'est-à-dire le foyer, qui correspond toujours à une zone de rupture. Et ici, verticalement par rapport à ce point, vous définissez l'épicentre, qui est le premier endroit touché par l'effet des ondes sismiques. Et donc, tout autour de l'écorce terrestre, vous pouvez en fait enregistrer, grâce à un dispositif d'écoute universel, vous pouvez enregistrer l'arrivée des ondes sismiques à ces appareils d'enregistrement qu'on appelle généralement les géophones. Maintenant, en coupe, vous avez toujours votre zone de faiblesse, exemple ici une faille. Vous avez le foyer où se produit le séisme. Et juste verticalement au-dessus de foyer, donc vous avez l'épicentre. Ici, vous avez donc les constructions, bien si vous voulez, les ouvrages, tout ce que vous pouvez imaginer, mais situés un peu plus loin que l'épicentre. Donc vous avez la distance ici horizontale, la distance horizontale en surface. Et donc ici, vous avez les produits ou bien les matériaux ou bien les bâtiments ou bien tout ce que vous pouvez imaginer, les ouvrages qui sont situés près de l'épicentre seront dégradés fortement. Ceux qui sont situés à une distance moyenne seront moyennement dégradés et ceux qui sont situés à des distances plus lointaines seront dégradés très faiblement, voire pas du tout. Ils vont tout simplement sentir la vibration, mais il n'y aura pas de dégâts. Alors, parmi ces types, ces ondes sismiques, on va les classer en plusieurs types. D'accord? Lors d'un tremblement de terre, les ondes sismiques réfléchies ou réfractées sont enregistrées en surface par un réseau de stations sismiques avec des dispositifs qu'on appelle des géophones, c'est-à-dire des écouteurs géologiques. Leur vitesse de propagation est une fonction de l'état de la densité de la matière traversée. On va voir plus tard que la vitesse de propagation d'une onde dépend proportionnellement de la densité du matériel traversé. Alors, dans ces ondes sismiques, on distingue généralement deux types d'ondes. Vous avez les ondes de volume, donc ce sont les ondes qui se propagent dans un volume, et vous avez aussi des ondes qui se propagent soit en surface, qu'on appelle aussi des ondes superficielles. Donc, si je prends ici, d'une manière très schématique, un morceau de la croûte terrestre représenté par deux couches, couche 1 et couche 2, vous avez ici le foyer, l'épicentre, directement, verticalement par rapport à celui-ci, eh bien, vous avez ici une onde sismique qui va se propager d'une manière superficielle pour atteindre ici un point d'observation ou un point d'écoute. Donc ça, c'est une onde de surface. Pareil, donc vous avez un autre type d'onde, elle va il va se prolonger en profondeur jusqu'à rencontrer ce qu'on appelle une interface ou un réflecteur et elle sera réfléchie. Donc le temps mis par cette onde de surface pour arriver au géophone est plus court que le temps mis par cette onde transmise puis réfléchie pour arriver au géophone. Un autre type d'onde, celui-ci, donc il se prolonge plus profondément dans la croûte terrestre, donc il traverse la première interface et ici il est réfracté. Il n'est pas réfléchi, il est réfracté. Donc il subit une légère déviation. Arrivé au niveau d'un deuxième réflecteur ici, donc il subit une réflexion franche, donc il est réfracté. Là, quand il retrouve le deuxième, disons, pas ici le deuxième, mais le premier réflecteur, il est réfracté et donc il va arriver au niveau du géophone. Donc vous voyez que trois ondes ont pris naissance au même instant et elles ont mis des temps différents pour arriver au géophone en fonction de la longueur et de la complexité du trajet parcouru. Donc, ces phénomènes de réflexion et de réfraction suivis de réflexion nous permettent de détecter la position en profondeur du premier réflecteur et du deuxième réflecteur. Connaissant la vitesse de propagation de l'onde sismique au niveau de cette couche, connaissant
la vitesse de propagation de l'onde sismique dans cette couche, on peut définir exactement l'épaisseur de manière perpendiculaire ici. Le principe de propagation des ondes sismiques, c'est celui donc de propagation d'un signal lumineux. Premièrement, vous avez ici un rayon ou bien une onde incidente. Quand elle arrive au niveau d'un réflecteur, elle est réfléchie de manière quasi symétrique. Ici, vous avez l'angle d'incidence, ici, vous avez l'angle de réflexion, et ici, vous avez l'onde réfléchie ou bien le rayon réfléchi. C'est le principe donc de la loi de Newton. Ici, lorsque vous avez deux milieux de densité et de vitesse de propagation relativement différents, eh bien, l'onde transmise ici ou bien l'onde incidente, au lieu d'être réfléchie, elle sera réfractée. Et généralement, l'onde aura ici un angle de réfraction qui est inférieur à l'angle d'incidence ou l'angle d'arrivée. Quel est donc le principe de fonctionnement des appareils d'enregistrement des ondes sismiques ou bien des séismes? Eh bien, c'est très simple. Vous allez prendre un support auquel vous allez accrocher un fil, au bout duquel vous allez accrocher une masse. À cette masse, vous allez joindre un stylet marqueur. Le stylet marqueur est en relation avec un tambour autour duquel vous avez un papier millimétré ou bien un papier gradué qui est animé d'une vitesse de rotation, par exemple hebdomadaire ou mensuelle. Ça dépend donc du système d'enregistrement. Si vous donnez un petit choc ici, eh bien, tout le dispositif va vibrer. Le fil va transmettre la vibration à la masse. La masse transcrit une vibration au stylet marqueur ici et vous allez enregistrer ici donc les ondes sismiques. Vous allez enregistrer l'amplitude des ondes sismiques. Donc ça, c'est le principe de ce qu'on appelle un sismographe. C'est le système est resté le même depuis toujours et donc c'est ça qui fonctionne toujours. Maintenant, actuellement, après donc le développement des techniques informatiques et des techniques de télécommunication, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre sismomètre qui est toujours situé dans ce cylindre, il est toujours à l'intérieur. Vous avez ici une batterie d'alimentation. Vous avez ici un enregistreur numérique. Vous voyez la taille, il est relativement costaud. Puis vous avez un récepteur horaire, donc pour ici caler le temps. Et là, vous avez un modem de transmission téléphonique. Alors, tout ça, c'est du passé. C'est du passé lointain, donc c'est Jurassic Park. Par contre, maintenant, ce qui existe, c'est toujours le sismomètre. La batterie, donc maintenant, on peut utiliser un petit panneau solaire. L'enregistreur numérique, on peut utiliser une carte mémoire de forte capacité, mais de petite dimension. Les cartes que vous avez dans vos téléphones, dans vos smartphones, sont extrêmement capacitives, donc elles renferment énormément d'informations, mais elles sont de toute petite taille. Le récepteur horaire, donc on peut l'imaginer beaucoup plus petit, et puis le transmetteur, donc c'est tout simplement les ondes émises par les réseaux satellites. Donc il suffit d'avoir un téléphone GSM connecté à votre smartphone, vous pouvez collecter, vous pouvez télécharger les informations de toute la station sismique dans votre bureau, depuis Rabat, depuis Marrakech, depuis Disney, depuis la Californie, depuis où vous voulez. Alors, les ondes de volume, donc c'est-à-dire les ondes qui se propagent dans un volume, elles sont également de deux types. Donc, vous avez les ondes de volume qui se propagent à l'intérieur du globe terrestre. Elles ont des vitesses variables et peuvent être enregistrées en plusieurs points du globe. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dû les distinguer? On va voir exactement pourquoi. Donc, vous avez les ondes P, qu'on appelle les ondes de compression, et les ondes S, les ondes de cisaillement. Les ondes P, ce sont des ondes longitudinales qui se déplacent en créant successivement des ondes de dilatation et des ondes de compression. C'est-à-dire votre croûte terrestre, qui est soumise aux ondes P, va subir successivement un mouvement de dilatation suivi d'un mouvement de compression. Donc imaginez le même endroit qui est animé de dilatation, compression, dilatation, compression. Donc c'est un mouvement qui est longitudinal. Les particules de la Terre, les particules solides, se déplacent selon un mouvement avant, arrière, dans leur direction de propagation de l'onde P. Les ondes P se propagent dans les solides, les liquides et les gaz. Donc, elles sont indifférentes à l'état physique de la matière. Donc, ici, une caractérisation. Vous avez un morceau de la croûte terrestre qui est soumis aux ondes P, ce qu'on appelle les ondes de compression. Donc, vous voyez ici les repères.
Ici, vous êtes en présence d'une zone de compression, précédée par une zone de dilatation, et alternativement, la compression va passer ici et la dilatation va passer là. Donc, c'est-à-dire c'est le même endroit qui est soumis successivement à une compression, puis une dilatation. Compression, dilatation, et les particules se propagent dans le sens avant-arrière selon le sens de propagation de l'onde P. À l'opposé, les ondes S, c'est ce qu'on appelle des ondes de cisaillement. Ici, le mouvement va dans ce sens. Par contre, ici, les ondes S, elles cisaillent le paysage verticalement avec des ondes qui vont de haut vers le bas, de haut vers le bas. Et donc ça, c'est le sens de propagation de l'onde S. Et le mouvement des particules dans ce cas-ci est vers le haut, vers le bas, alternativement vers le haut, vers le bas. Et ici, vous avez donc ce qu'on appelle l'amplitude de l'onde S à partir de ce point jusqu'à ce point-là. Donc les ondes S, ce sont des ondes de cisaillement transversales, perpendiculaires à la direction des ondes P. Les particules oscillent, c'est-à-dire vibrent, dans un plan vertical à angle droit par rapport au sens de propagation de l'onde. Les ondes S possèdent la particularité de ne se propager que dans les solides, c'est-à-dire lorsque une onde S va trouver un liquide ou bien un gaz, elle va être perdue. Alors, pour en illustrer cela, donc vous allez imaginer ici l'existence d'un épicentre qui est la projection verticale d'un foyer quelconque situé quelque part ici. Et vous avez ici, à partir de cet épicentre, propagation des ondes de volume, à savoir les ondes P et les ondes S en noir ici. Donc si je prends l'exemple d'une onde S, vous regardez ici, donc là elle se propage et je vais la collecter ici, je vais la mesurer ici. La même chose ici, la même chose ici. Et vous voyez, donc ici je n'ai plus de couleur noire. Donc les ondes P ont disparu. Je vais les retrouver ici. Je vais le retrouver là, je vais le retrouver là. Ça veut dire quoi? Que à partir de ce point-là, je ne peux observer que cette partie-là. Cette partie-là. Et l'autre, elle est située dans une zone d'ombre. Donc l'onde P, l'onde S, je ne la retrouve pas. Ça, c'est une première constatation. Pour l'onde P, qui est matérialisée ici par des flèches jaunes. Donc regardez, eh bien, je les retrouve un peu partout. Un peu partout. Si j'ai cette observation d'une onde P qui prend un départ à partir de là et que je la retrouve tout autour de la Terre, eh bien, ça veut dire qu'elle est capable de traverser tous les milieux, donc les milieux solides, les milieux gazeux et les milieux liquides. Par contre, là où je ne trouve pas l'onde S, ça signifie qu'à un certain moment de son trajectoire, elle a été confrontée à un milieu de nature fluide, c'est-à-dire soit liquide, soit gazeux. Et donc, elle a disparu. Donc, vous voyez ici les ondes S à ce niveau-là. Elles sont absorbées, elles sont amorties, elles sont atténuées à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une constatation. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de là? Eh bien, on va dire que les ondes P permettent de traverser la totalité de la planète Terre pour être enregistrées vers les autres pôles. Et au passage, donc, vous allez voir ici, donc là, c'est une réfraction. Là également, c'est une réfraction. Là, c'est une réfraction, une autre réfraction. Donc, une suite de réfractions qui va dévier le sens d'une onde S qui normalement devait sortir ici vers la droite, elle est sortie vers la gauche. Alors, les ondes de surface ou les ondes superficielles, ces ondes se propagent à la surface du globe terrestre dans la croûte à une vitesse pratiquement constante. Donc, ici, je rappelle, donc, les ondes P et les ondes S se propagent à des vitesses qui sont proportionnelles à la densité du matériau traversé. Par contre, les ondes de surface ou ondes superficielles se propagent à une vitesse quasi constante. Et elles comprennent ce qu'on appelle les ondes lave et les ondes de Rayleigh. Ces ondes, c'est-à-dire ces ondes-là, elles sont responsables de la plupart des dommages associés au tremblement de terre. Les ondes lave, ce sont des ondes de cisaillement. Donc vous vous rappelez, les ondes S, ce sont des ondes de cisaillement verticales. Par contre, les ondes lave, ici, ce sont des ondes de cisaillement horizontales. Elles se manifestent au niveau du sol par un mouvement de vibration latérale. Les ondes de Rayleigh, ce sont des ondes assimilables à une vague. Les particules du sol se déplacent selon une ellipse, créant une véritable vague qui affecte le sol lors des grands tremblements de terre.
En illustration, donc qu'est-ce que nous avons ici? Ça, c'est les mouvements de l'onde P, les ondes S, les ondes Love, puis les ondes Rayleigh. Alors ici, après les ondes S qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire avec un mouvement de cisaillement vertical, haut, bas, mouvement des particules également de haut vers le bas, dans le sens de propagation des ondes. Ici, les ondes Love, elles se propagent horizontalement. Donc ce sont des ondes de cisaillement horizontales, transversales par rapport aux ondes S. Le mouvement de particules est de gauche vers la droite, perpendiculaire également au sens de déplacement de l'onde. Les ondes Rayleigh, eh bien, vous pouvez imaginer quasiment une onde, une vague. Donc, vous voyez ici le sens des vagues, hein. Et là, vous avez une partie du sol qui est carrément surélevée, l'autre qui est ici abaissée. Donc, en illustration avec des niveaux repères, ici, vous avez les ondes Rayleigh. Regardez, vous voyez ici l'ellipse qui indique en fait une vague et vous voyez l'allure de notre modèle qui montre donc ici un creux de vague, un sommet de la vague, un creux de vague, un sommet de la vague avec des formations des niveaux repères ici. Et ça, c'est le sens de propagation de l'onde Rayleigh. Les ondes Love, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles se propagent de manière cisaillante horizontalement. Donc, elles déplacent les blocs les uns par rapport aux autres, mais dans un sens horizontal, perpendiculairement au sens de mouvement de propagation de l'onde Love. En surface, les ondes Rayleigh s'expriment donc par un type de dégâts qui ressemble à ceci, alors que les ondes Love, elles se manifestent par un type de dégâts qui ressemble à ceci, donc des sinus horizontaux et ici des sinus verticaux. Alors, si vous prenez un morceau de croûte terrestre qui est soumis à un mouvement successif alternatif de compression et de dilatation causé par les ondes P, suivi par un mouvement de cisaillement vertical provoqué par les ondes S, suivi par un mouvement de cisaillement horizontal provoqué par les ondes lave, suivi par une désorganisation totale sous forme de vagues, eh bien c'est ce qui provoque la fragilisation, puis la détérioration des bâtiments et des ouvrages. Alors, propagation des ondes sismiques et structures internes de la Terre. Les ondes sismiques ne sont pas qu'une calamité. Bien entendu, à l'échelle humaine, elles provoquent des dégâts matériels et des dégâts humains, mais à l'échelle de l'observation scientifique, les propagations des ondes sismiques nous permettent d'arriver à des conclusions qui concernent la structure interne de la Terre. Donc l'analyse des ondes sismiques et en particulier les ondes PS a permis d'approcher la structure interne de la Terre ainsi que l'état de densité de la matière. Sachant que les ondes S ne se propagent que dans les solides et que la vitesse de propagation des ondes S est proportionnelle à la densité du matériel traversé, quatre observations principales peuvent être dégagées des diagrammes suivants. Alors, le diagramme, c'est celui-ci. Donc, je vais voir ici l'évolution de la vitesse de propagation de l'onde P en rouge ici et la vitesse de propagation de l'onde S ici. Donc, je vais placer tout autour de mon globe terrestre un système d'observation et un système d'écoute des ondes sismiques et je vais enregistrer la vitesse de propagation de l'onde P et de l'onde S. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici que à partir de la surface de la Terre, j'ai une première augmentation. Donc, il y a un parallélisme entre les deux types d'ondes, P et S. J'ai une première interruption ici, une augmentation rapide, suivie d'une baisse de la vitesse de propagation, enfin une réduction, suivie d'une deuxième augmentation verticale, suivie d'une baisse. Et puis donc vous avez ici une espèce de variation, puis vous avez une augmentation progressive, constante, jusqu'à atteindre un certain niveau. Et puis donc la vitesse P perd énormément de vitesse de propagation. À partir de cette position, l'onde P va reprendre une toute légère augmentation de la vitesse de propagation jusqu'à une certaine distance. Et puis vous avez ici une perturbation, une espèce de discontinuité pour arriver finalement à une vitesse de propagation qui est constante. Ici, vous avez une vitesse qui est constante. Par contre, pour l'onde P, j'ai ici une première augmentation, disons douce, suivie d'une augmentation rapide, une augmentation douce, suivie d'une augmentation rapide, parallèlement à ce qui s'est passé avec l'onde P.
puis une zone d'augmentation relativement perturbée, une augmentation stable, constante, puis l'onde S disparaît. L'onde S disparaît. Donc, comment est-ce que je peux expliquer ça? Donc, je vais revenir à mes observations. Donc, la brusque interruption de propagation de l'onde S à la limite entre le noyau indique que le noyau externe est liquide. La brusque disparition de l'onde S dans la partie appelée ici contact entre noyau externe et noyau atteste que cette partie-là est une partie liquide. Donc nous avons vu que les ondes S ne se propagent que dans les milieux solides. Deuxième constatation, la chute importante de la vitesse de propagation des ondes P au contact manteau-noyau est liée au changement d'état de la matière, c'est-à-dire on passe de l'état solide à l'état liquide. La chute brusque de la vitesse de propagation de l'onde P au contact manteau et noyau veut dire que tout simplement le manteau ici est de nature solide, alors que le noyau externe ici est de nature liquide. Donc nous avons vu tout à l'heure que la vitesse de propagation de l'onde P est proportionnelle à la densité, à la solidité du matériau traversé. Troisième conclusion, troisième remarque, l'augmentation progressive de la vitesse des ondes P et S dans le manteau indique une augmentation de la densité du matériel en se dirigeant vers le noyau. Donc cette augmentation-là, cette augmentation-là, nous sommes toujours dans le même matériau. Qu'est-ce qui peut provoquer l'augmentation de la vitesse de propagation de l'onde P ou de l'onde S? C'est tout simplement l'augmentation de la densité. Donc ici, nous allons à partir d'un point où la densité du manteau est relativement moins importante, mais vers des profondeurs où la densité du manteau inférieur est plus importante. Et quatrième remarque, quatrième constat, au contact lithosphère-asténosphère, on note une légère chute des vitesses de propagation des ondes P et S, qui s'explique par le passage d'un matériel solide, qui est la lithosphère, vers un matériel beaucoup plus plastique, qui est l'asténosphère. Alors ici, la lithosphère, c'est cette partie-là qui est matérialisée par le verre, c'est la croûte terrestre, plus une partie rigide qui appartient au manteau supérieur. Donc ces deux parties-là constituent ce qu'on appelle la lithosphère. Et donc la petite baisse ici, la petite baisse là de la vitesse de propagation signifie que vous avez ici du matériau rigide qui baigne sur un matériau plastique mou, souple. Donc ça, c'est la conclusion finale concernant la répartition, concernant la structuration interne de la Terre. Donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que là, lorsque vous avez la vitesse de propagation qui est constante, eh bien ça signifie tout simplement que cette partie-là est constituée exclusivement, presque exclusivement par le même matériel homogène isotrope, c'est-à-dire c'est quasiment le fer et le nickel, ni plus ni moins. Donc c'est une composition physico-chimique unique, une densité unique, un état physique unique. D'accord? C'est le noyau interne solide qu'on appelle donc la graine.